Il est 16h40 et nous allons partir à Marrakech. Nous allons écouter, alors Marrakech, qui est tristement célèbre, qui était déjà très célèbre et tristement en ce moment, puisque nous y allons souvent par voie télévisuelle pour avoir des nouvelles de nos amis marocains. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Nadia Mansouri n'a pas pu se déplacer pour venir plancher ici directement à l'académie. Pour des raisons évidentes, elle a préféré rester près des siens. Et nous allons lui donner la parole sur le sujet la formation en chirurgie maxillofaciale et plastique du point de vue africain. Zoom sur une expertise de plus de 1000 démonstrations chirurgicales enseignées au CHU de Marrakech. Professeur Mansouri, vous avez la parole. Vous nous entendez? Alors, il faudrait brancher votre micro, madame, s'il vous plaît. Oui. Voilà, on vous Est-ce entend. que vous m'entendez? Oui, vous pouvez commencer votre conférence. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorable assistance. Je suis honorée de pouvoir communiquer et partager mon expérience au sein de cette honorable tribune, l'Académie nationale de chirurgie, à propos de la formation en chirurgie maxillofaciale des résidents. D'abord, je me présente. Je suis le professeur Nadia Mansouri, mariée, mère de deux enfants médecins et qui a eu une formation en dehors du Maroc et une pratique aussi libérale et publique. Beaucoup de fonctions que j'assure et de responsabilités au sein de mes deux institutions, que ce soit au niveau hospitalier ou au niveau de la faculté de médecine, avec une bonne expérience chirurgicale et pédagogique. Et cela fait pratiquement 30 ans. Mais je partage avec vous le souci de la formation des médecins résidents en chirurgie. Cette formation résidentielle qui va imposer donc de mettre en place les moyens utiles pour le futur praticien et qui reste problématique dans notre contexte africain, mais aussi marocain. Le contexte dans lequel, quand je suis rentrée dans mon pays en 2009 pour monter le service de chirurgie plastique et maxillofaciale, grevé d'une pathologie lourde, d'un effectif de médecins spécialistes réduit, d'un collège national et référentiel euh, peu actif, avec pas d'accès aux cadavres, des moyens de simulation limités, et surtout une patientèle nécessiteuse et une médecine à double vitesse. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un CHU performant, doté de moyens et une faculté de médecine moderne. C'est pour cela que je me suis inscrite dans la vision d'asseoir formation, fonction versus emploi et de la concevoir en fonction des besoins actuels. Que faire? Donc, cette stratégie en 2009, c'est d'abord d'asseoir un guide référentiel des résidents théorique et pratique, mais surtout une formation pratique axée sur les besoins avec un regard humanitaire. Alors, notre feuille de route, c'était d'organiser une partie de notre activité chirurgicale sous forme de campagne humanitaire cyclique que nous nommons école automnale, hivernale, printanière, estivale, patients qui sont tous pris en charge d'une manière protocolaire et suivie, doublé d'un lieu pédagogique pour la formation de nos résidents sur ce matériel de soins, en mettant en place tous les moyens pédagogiques, préceptorat, cours, compagnonnage, simulation, démonstration, procédure, mais aussi un portfolio de recherche en mettant en place aussi des thématiques de recherche, le tout en intramuros au CHE et en impliquant les deux institutions facultaires et hospitalières et une association SOS FAS dédiée à l'humanitaire que nous avons créée et dédiée à cet effet. Or, cette expérience, nous l'évaluons donc sous forme donc d'une étude rétrospective, descriptive, analytique, depuis 2009 jusqu'à ce jour, donc sous forme de 22 campagnes humanitaires avec un portfolio pédagogique et scientifique, plusieurs thématiques, les malformations, les cicatrices, l'esthétique, 4 formateurs, 48 médecins résidents, donc les internes de Marrakech, plus de médecins en dehors, de 200 médecins en dehors de Marrakech, plus 2500 patients, le lieu en intramuros. L'organisme formateur, c'est la SOS FAS Marrakech, le CHU et la faculté, avec une durée moyenne de 4 jours et 4 compagnies par an, qu'on appelle encore, je le redis, les automnales, les hivernales, les printanières et les estivales. Notre approche pratique impose un modèle conceptuel qui consiste à établir les besoins selon les thématiques référenciées au guide, mais aussi référenciées à la demande de soins, en établissant les besoins de formation théorique,
pratiques techniques, les outils pédagogiques et les outils de soins, ce qui nous impose d'abord un modèle organisationnel de ces campagnes en recrutant comme tout le monde, comme tout ce qui se fait dans les campagnes humanitaires classiques, les patients, le listing, mais ce sera des patients versus objectifs éducationnels et besoins de cas cliniques également, assurant la gratuité des soins, mettant en place le plateau technique, les besoins en ressources humaines, le tout donc après reclassant les patients. Et là, je m'arrête. L'intérêt donc de la pédagogie, c'est que ce matériel qui a été recruté va être étudié sous forme de dossier de cas cliniques, donc l'étude de raisonnement clinique et l'apprentissage au raisonnement, à l'indication opératoire, au protocole opératoire qui est fait dans la salle de staff avec nos médecins résidents. Et puis après, on établit le planning opératoire de roulement des résidents en fonction de leurs objectifs pédagogiques par rapport à leur année d'études, mais aussi en fonction de la complexité chirurgicale. Un deuxième modèle de formation pédagogique, c'est la phase de syllabus, concept de formation chirurgicale ciblée. Donc, en mettant en place par écrit et donc le programme pédagogique, la canevas pédagogique et le mode évaluation. Et puis, le troisième modèle, c'est le modèle de recherche scientifique sur ce matériel. Nous mettons en place des travaux de recherche sous forme de thèse, sous forme de communication et sous forme de projet. Et puis, c'est vers la fin qu'on établit la fiche. Nos résidents, c'est eux-mêmes qui s'occupent de la fiche. Or, les résultats pour dire à quel degré ces interventions humanitaires, pédagogiques et scientifiques ont été utiles et quel est leur impact sur la formation de nos médecins résidents en Afrique. Cela, ça va être des résultats par thème de campagne, par exemple. Ce thème de chirurgie habituelle, donc ce n'est pas une tertiaire ni pathologie orpheline, les automnales 2020, thème qui nous a été imposé parce que nos résidents ont été affectés pendant 1 an et demi à la période Covid. Ils n'ont pas profité de la formation pour assurer donc les gardes de Covid, mais également nos patients ont été privés de la chirurgie réglée. Nous avons ouvert les portes de CHU pour en même temps valider le module plastique général de nos résidents sous forme de 500 cicatrices. Le canevas pédagogique, donc 4 formateurs, 30 résidents de public cible, les objectifs éducationnels qui consistent à classer la cicatrice, mettre en place un protocole thérapeutique, bien sûr réparer, dessiner l'anesthésie, pratiquer les temps utiles à une cicatrice en fonction de l'indication, et puis injecter le PRP, les cellules souches et la corticothérapie. La mise en place des moyens, donc les locaux de la faculté pour le programme scientifique et le centre de simulation, 7 blocs opératoires et 10 locaux de consultation au CHU. Et vous voyez sur la photo l'équipe des 4 formateurs et la CMF Family, les résidents en attente de formation. Première étape, c'est donc la formation théorique préalable. Nous faisons plus, c'est conférences classiques, c'est une auto-formation assurée par les résidents eux-mêmes. Et puis après cela, dans un après-midi, on passe à une autre après-midi pour faire la simulation par des sutures à la faculté de médecine. Ensuite, le perceptorat clinique fait par les résidents, c'est le tri des patients à la consultation, c'est un tri seniorisé. Et après, donc, l'organisation du programme opératoire après l'étude des cas cliniques. Je reviens toujours et j'insiste sur là, il n'y a pas que l'apprentissage en salle d'opération avec telle qu'elle soit la technique classique ou robotique, mais il y a d'abord le préceptorat clinique et l'apprentissage du raisonnement clinique, l'indication opératoire, et puis aussi, dans cette étape, il y a l'apprentissage de la gestion de l'exercice médical. Et puis enfin, la formation pratique en live sur le jury qui consiste au niveau des objectifs pédagogiques, de conditionner le patient, l'installation prévisible et d'opérer et de valider les objectifs pédagogiques, réorienter une cicatrice, par exemple, comme vous le voyez dans le cas, les exérèses sutures, les exérèses itératives, un protocole de Marrakech, et puis donc le résultat au niveau des campagnes. Donc le résultat au niveau des patients, c'est le résultat épidémiologique duquel sort le jeune âge malheureux chez nous à Marrakech et le milieu rural et la prédominance masculine et bien d'autres renseignements. Le résultat pédagogique ou le bilan pédagogique, c'était l'autonomie de nos médecins résidents au niveau de certains gestes. Par exemple, pour les résidents R4 et R5, les 5e années, les 4e années, ce tableau dresse le nombre d'interventions pour les cicatrices bridées, kéloïdes, décalées, alopéciques, etc. Par exemple, le docteur Koussaï a pratiqué 30 interventions autonomes.
Le résultat scientifique de cette campagne automnale 2021, c'est 11 thèses en médecine. 3 ont été soutenues dans les différentes thématiques, telles la cartographie sanitaire, le PRP, les cellules souches, les techniques, la pédagogie, mais également un projet de recherche. La cerise sur le gâteau, c'est le tout dans la bonne ambiance. Type de thème, les pathologies orphelines qui sont réputées classiques dans les campagnes humanitaires. Nous, cette pathologie orpheline, au lieu de la pratiquer d'une manière espacée, nous la faisons en campagne. Nous avons réalisé 18 campagnes et 1075 démonstrations. Le canevas pédagogique classique qu'on utilise, c'est de classer une fente, de proposer un protocole, de conditionner le patient, de réparer et la mise en place des moyens utiles, les locaux de la faculté, toujours les blocs opératoires et les locaux de consultation. La formation théorique préalable à la faculté de médecine, toujours une auto-formation par les résidents et qui est seniorisée, c'est la phase cognitive de rappel, l'apprentissage du raisonnement clinique sous forme de cas cliniques et la simulation sur maquette. Au bloc opératoire, la démonstration et puis l'apprentissage seniorisé assisté et puis l'apprentissage autonome ou l'exercice autonome seniorisé et jusqu'à l'autonomie et cela en fonction du geste pratique et l'objectif qui est précisé par le guide de résident en fonction de l'année. Le suivi post-opératoire des patients, on voit bien que, par exemple, ce patient qui a été pris en charge en 2015, 2017, 2018, 2022, c'est la force de nos actions humanitaires, pédagogiques, scientifiques qui personnalisent en plus le service rendu. Les résultats de ces campagnes, comme vous le voyez, malheureusement, continuent d'opérer des fentes à l'âge de 9 ans jusqu'à 54 ans, les séquelles, les patients mal opérés ou les patients incomplètement opérés dans certaines campagnes organisées au niveau du Maroc. Et voilà, donc on dresse le bilan et avec l'impact psychosocial amplement positif sur ces patients via ces campagnes. Alors, ce qui nous concerne, nous, c'est le bilan pédagogique, c'est l'autonomie technique de tous nos diplômés du service et la couverture du besoin régional en médecins avec le minimum d'ONG qui opèrent dans la région. Également, 48 résidents qui ont été formés, 14 campagnes. Il est bien vrai aussi que nous partageons ces campagnes avec certains staffs internationaux, Miami, Mali, la France, le Maghreb et aussi certains services du Maroc. Le résultat scientifique de ces campagnes, donc 5 thèses qui ont impliqué les résidents, bien évidemment, des communications et une étude doctorale scientifique depuis 4 ans qui donnera éminemment les conclusions concernant cette prise en charge des fentes des 1075 patients. Aussi, un autre exemple de résultat, la chirurgie tertiaire, la rhinoplastie, 30 rhinoplasties en formation procédurale, pareil, le canevas pédagogique, et la formation théorique, auto-formation préalable par nos résidents, et puis en live surgery, les étapes et les objectifs qui consistent à conditionner le patient avec installation prévisible et opérer selon une chronologie jusqu'au pansement plâtre, bien sûr, et un cas, par exemple, de démonstration, on voit le résultat. Les résultats, donc, au niveau des patients de la campagne, c'est les 30 rhinoplasties avec leur profil technique et profil épidémiologique. Et puis, le résultat pédagogique, nous avons les 5e années résidana qui maîtrisent la pratique de tous les temps opératoires de la rhinoplastie et nos 4e années qui assurent la voie d'abord, qui dissèquent et qui exposent. Et tous les résidents examinent correctement un patient, classent la rhinoplastie et proposent un protocole et mettent en condition les patients. Et la satisfaction était à 100% avec le désir de renouveler cette expérience. Le bilan de la recherche, c'est 3 thèses en médecine, quelques communications au niveau national, mais aussi international. Or, au niveau de cette étude pédagogique d'une campagne humanitaire avec scientifique, nous avons d'abord des retombées pédagogiques globales pour les 22 campagnes en chiffres. Nous avons diplômé 15 chirurgiens, dont 8 dans l'exercice libéral, 3 qui sont professeurs universitaires au Maroc et en dehors des frontières en Afrique, 5 centres de chirurgie esthétique et maxillofaciale plastique à Marrakech et 2 services universitaires au Mali et au Congo-Brazzaville.
Et voilà, donc quelques photos des centres de nos élèves qui s'installent souvent en association parce qu'il y a un lien d'amitié qui se tisse durant leur formation. Et puis, c'est un modèle qui se reproduit en Afrique via un de nos élèves, le professeur Mabika, avec toujours portfolio pédagogique, le SOS Sourire Congo. Le résultat au niveau de la satisfaction de nos élèves, il est amplement positif parce que nous sommes concernant la démonstration jusqu'à plus de 90%. Et au niveau du préceptorat clinique, diagnostic et indication chirurgicale, nous passons du simple au double au niveau des connaissances et de la satisfaction. Les retombées au niveau des soins, il a été réalisé plus de 1500 interventions chirurgicales en intramuros qui ont permis de lutter contre la défiguration et rendre le service humain via l'association SOS FAS et que le CHU a assuré son rôle citoyen ouvert vers son environnement et que la faculté de médecine de Marrakech a assuré son rôle social et de formation. Les retombées sur l'équipe, c'est des formateurs experts dans la transmission du savoir structuré, un service attractif, promoteur de la discipline, un pôle d'excellence et bien d'autres distinctions. Or, pour discuter, on peut comparer les campagnes humanitaires classiques et l'apprentissage à leur niveau par rapport à notre philosophie de travail, et on compare l'aspect limité par rapport à l'aspect continu, l'aspect ponctuel par rapport à l'aspect institutionnel, sans suivi de patients, alors que nous, on suit nos patients. Donc, c'est un apprentissage qui est inadéquat pour la formation de nos médecins et cette manière de faire semble peut-être plus adaptée aux besoins non seulement de la santé, mais aussi de la formation quand il est réalisé en intramuros et par une institution et par des universitaires. L'utilité du portfolio pédagogique, je crois qu'elle est indiscutable au niveau de la littérature parce qu'il utilise tous les moyens pédagogiques utiles avec une carte de route sous forme de syllabus ficelé qui utilise le préceptorat, la simulation, la démonstration et surtout le compagnonnage assisté jusqu'à l'anatomie. Comme on se dit, voir c'est bien, mais faire c'est mieux. Également, nous utilisons les formations procédurales, donc on assure un apprentissage complet, global par palier, qui utilise le training chirurgical, qui raccourcit incontestablement l'apprentissage et améliore les performances également des formateurs. L'implication du résident dans la recherche et dans l'organisation également, elle est indiscutable et elle ne fait que répondre aux médecins 7 étoiles, experts, professionnels, érudits, promoteurs de la santé, leaders, communicateurs. Bien sûr, cette approche ne peut pas s'appliquer sur toutes les pathologies, c'est les limites de l'apprentissage par training en chirurgie humanitaire parce qu'il impose la disponibilité des équipes, nécessite une expertise chronophage, beaucoup de moyens, mais quand on est prêt à le faire, je crois que c'est pas mal comme expérience. Nous le recommandons vivement en l'organisant parce qu'il répond aux besoins de la formation apprenant-apprenti, parce qu'il revient au référentiel, parce qu'il sensibilise nos médecins à la problématique sanitaire locale, parce qu'il cible tous les patients centrés, parce qu'il assure une meilleure immersion du médecin résident du préceptorat jusqu'à l'intervention chirurgicale. Il évite également de segmenter la courbe d'apprentissage en assurant la prise en charge globale contrôlée et suivie de nos patients en intramuros. Il permet aussi d'accorder les actions humanitaires nationales et internationales avec les besoins de formation dans une dimension de santé publique. Et là, nous l'avons vécu à chaque fois qu'on invite un staff international. Nous échangeons avec, bien sûr, leurs internes, nous échangeons nos expériences et nous apprenons beaucoup avec nos collègues, mais en fonction de nos besoins. Mais aussi, ça nous a permis d'asseoir une collaboration internationale ciblée, mais aussi institutionnelle. En conclusion, cette stratégie et cette manière de faire est-elle utile? Oui, dans notre contexte, oui. Doit-on la choisir? C'est une histoire d'école. Sinon, à mon sens, et selon ces résultats, l'aspect pédagogique et scientifique dans les campagnes humanitaires semble une solution contributive de l'autonomie du futur praticien africain. Les actions des uns et des autres doivent être coordonnées afin d'éviter de casser la courbe d'apprentissage du résident. La recherche sur le matériel humanitaire est le seul garant de l'action et de l'assise des protocoles adaptés au contexte. L'aspect intramuros et institutionnel rend l'action plus structurée, plus efficace et plus responsable. L'implication du futur praticien dans sa propre formation accélère le processus de sa maturation professionnelle. Et donc, pour finir, les campagnes humanitaires cadrées avec démonstration chirurgicale
par l'institution et assurés par les professionnels pédagogues sont efficaces pour la qualité de la formation de nos futurs praticiens africains. N'est-il pas utile de le rappeler? Quel est notre rôle et nos objectifs, nous, formateurs et anciens? Ce n'est que d'asseoir une formation versus fonction-emploi, c'est-à-dire former des médecins chirurgiens qui sont fonctionnels dans leur poste ou dans leur pays et en fonction des besoins de la santé. Et donc, avant de vous quitter et de vous remercier, je exprime tous mes hommages à mes maîtres et à ma famille, à toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, à tous les patients opérés, à tous les médecins formés qui nous ont permis d'évoluer dans le bonheur depuis plus de 30 ans, qu'ils trouvent dans ce travail toute notre gratitude. Je vous remercie. Merci, Madame, de cette belle communication que vous venez de faire à l'Académie nationale française de chirurgie et nous vous en félicitons. Nous vous félicitons également de votre volontarisme. Je dirais, vous avez pris ce problème de formation à bras-le-corps avec un canevas pédagogique très ambitieux. Je pense que vous l'avez bien souligné. Est-ce que vous pensez, ce sera ma question, que ce canevas, et je le partage volontiers, est applicable à d'autres disciplines que la vôtre? Et ça, c'est une première question. Est-ce que c'est une spécificité à Marrakech? Est-ce que les autres universités, en particulier celles de Rabat ou de Casablanca, s'inscrivent dans cette direction? Ce sont les premières questions. Et j'engage mes collègues éventuellement à vous interroger encore pendant 5 minutes. On vous libère dans 5 minutes, je vous rassure. Vous avez la parole. D'accord, donc alors pour le partager, effectivement, nous avons partagé ces formations avec Casablanca, donc l'université de Casa et de Rabat, pour certaines compagnies de fonte où il a été formé des résidents du Maroc. Et donc il est tout à fait transférable et tout à fait reproductible dans d'autres universités, dans notre contexte bien évidemment. Je trouve que nous avons chez nous une pathologie très lourde et très riche et beaucoup de patients, donc un guichet très demandeur incessamment. Et donc, je crois que nous pouvons canaliser cette demande sous forme de chirurgie de campagne et que le canevas pédagogique, finalement, il est le même dans le monde entier. Nos objectifs pédagogiques sont les mêmes. Et donc, nous nous inspirons de l'Occident dans sa manière pédagogique, surtout les pays de l'Amérique du Nord, donc le Canada. Et donc, dans leurs objectifs pédagogiques, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller à Yale University aussi en Amérique et j'ai vu comment ils forment leurs médecins. Ils ont beaucoup l'accès aux malades facilement et le médecin, donc le médecin résident, est dans l'immersion rapidement. Et donc, je me suis inspirée en 2009 de ce modèle américain et nord-américain, mais en extrapolant mes moyens, donc ils sont limités. Bien sûr, je n'ai pas de robotique, j'ai juste un petit laboratoire de simulation. Et puis la simulation, on peut la faire sur schéma, sur papier, animal aussi, sur beaucoup de moyens, parce que moi, je suis diplômée en pédagogie, je travaille beaucoup dans le laboratoire de simulation et que le squelette de la formation est universel dans le monde entier et les compétences sont les mêmes. C'est juste nous, le fait d'utiliser des compagnies humanitaires matériel pédagogique pour former nos médecins, mais aussi un matériel d'études scientifiques ciblé par nos étudiants qui sont des doctorants, donc les thésards en médecine. Est-ce que, donc là, vous avez formé des résidents, est-ce que vous envisagez une formation continue, c'est-à-dire de les revoir 2 ans ou 5 ans plus tard, tout au long de leur carrière, parce qu'on sait que tous les 5 ans, les techniques évoluent beaucoup. Est-ce que vous avez cette possibilité d'envisager une formation continue dans le temps? Nous assurons bien sûr une formation continue par ailleurs, parce que là, ce n'est que la partie réservée à la chirurgie humanitaire. Sinon, nous avons un guide de résidents bien structuré au sein de la société marocaine que je préside aussi, et où nous réalisons d'une manière cyclique des formations continues et des formations donc
au profit de ceux qui sont diplômés, mais aussi la formation habituelle par module pour ceux qui sont en cours de formation. Et tous ces diplômés, d'ailleurs, participent à nos formations, sont aujourd'hui des médecins autonomes. Et donc, je les suis de près parce que je suis curieuse de leur devenir et je suis fière aussi de mes élèves parce qu'à l'issue de leur diplomation, ils ont tous mis en place des centres très performants. Ils n'ont des cabinets médicaux. Ils se sont associés en deux parce que ce lien d'amitié humanitaire que nous avons tissé en équipe les a regroupés par groupe. J'ai même des groupes qui travaillent en trois et qui font de très belles choses à Marrakech. Cela n'empêche que tous mes élèves partent régulièrement à l'étranger, dans différents pays du monde, pour apprendre et améliorer les performances. Chaque résident a le droit de passer une année à l'étranger. Et aussi, j'ai mon fils qui est parmi eux, et donc je le fais avec beaucoup de bonheur. Merci. Vous avez une question du docteur Rosenbaum, qui est ophtalmologiste. Oui, bonjour. C'était très intéressant. Je vous félicite de cette communication. Alors, c'est effectivement un programme de formation extrêmement clair, ambitieux. Alors, je voudrais vous poser cette question. La formation maintenant constitue une entité à part entière, contrairement à ce qui se faisait à l'époque. Elle est évaluée, donc ça suppose des formateurs et ça suppose du temps. Alors, première question, les formateurs sont-ils uniquement recrutés dans le cadre hospitalier ou donc avez-vous la participation de personnes du privé, par exemple, qui participent à cela? La deuxième chose, c'est que la deuxième question, c'est le timing de votre formation. Puisque le programme paraît extrêmement étendu. Quel temps, quelle durée, quel temps cela prend-il? Est-ce que ce panel, qui est bien décrit, est timé justement, puisque ça prendra du temps des médecins, des chirurgiens par rapport à leur activité, je dirais, médicale? Merci. Donc, les formateurs sont les professeurs du service. Donc, nous sommes trois professeurs universitaires et un praticien hospitalier. Mais nous avons aussi trois collègues militaires qui font partie de la faculté. Et nous avons aussi les médecins issus du service. Tout le monde travaille dans le bénévolat. Nous sommes quand même dans les campagnes humanitaires. Donc, il y a du bénévolat. Il est bien vrai aussi que nous faisons appel aussi à des staffs à l'étranger qui se déplacent avec leurs internes bénévolement, pareil, et qui partagent avec nous 5 jours de travail. Or, le timing de cette formation, nous, d'abord, le terme timing des compagnies, c'est 4 par an concernant les pathologies orphelines et certaines pathologies que nous pratiquons, comme par exemple la chirurgie esthétique, comme par exemple, là, il y avait les cicatrices. Mais le timing de formation d'un médecin résident, il revient à ses objectifs pédagogiques. Par exemple, un résident de première année pour la rhinoplastie, l'objectif de la première campagne qu'on a fait donc l'année dernière, c'est d'examiner un patient et de classer la rhinoplastie, d'analyser le scanner, d'analyser le profil du patient et de proposer un protocole thérapeutique. C'est-à-dire que la complexité des objectifs pédagogiques qui sont dans le guide, c'est crescendo en fonction de l'année du résident. Donc, eux, ils apprennent doucement, doucement quand il s'agit d'une pathologie tertiaire comme la rhinoplastie. Mais comme dans la cicatrice, par exemple, c'est plus simple. Donc, ils opèrent plus. Donc, nous, c'est des campagnes qui sont régulièrement renouvelables. Pour les fentes, par exemple, on fait dans une campagne à l'objectif de la chyloplastie. Une campagne, on fait l'objectif de la véloplastie. On opère beaucoup, mais on cible pédagogiquement ce qui répond à leurs besoins et qui est validé parce qu'ils ont un carnet de stage où ils valident ce qu'ils ont appris. Merci. Une question de votre collègue maxillofacial, oui. Bonsoir Nadia, c'est Patrick Goudot à l'appareil. Je suis très heureux de vous avoir entendu. Et j'ai beaucoup pensé à vous ces derniers jours. Merci pour cette présentation qui illustre l'importance de votre service. Je crois qu'on peut dire que c'est le premier service de chirurgie maxillofaciale en Afrique francophone, il n'y a pas de doute, et vous avez montré le côté international de votre service avec l'important recrutement de jeunes chirurgiens maxillofaciaux d'Afrique subsaharienne qui sont venus se former chez vous et qui retournent dans leur pays avec les plus hautes fonctions dans la spécialité. Je voudrais poser deux questions rapidement. La première, c'est revenir un peu sur les difficultés que nous avons eues ensemble, vous en souvenez, ou du moins que j'ai eu, moi, à accepter vos élèves, dans la mesure où, dans nos universités, dans nos CHU, il n'y a plus la possibilité, à partir du moment où un service voit tous ces postes d'internes occupés par des internes titulaires,
d'offrir des formations suffisamment longues à des jeunes venant de chez vous. C'est la première chose. La deuxième chose, je voulais savoir si, à la suite de la catastrophe qui vous a frappé, il y a eu dans notre spécialité un afflux de pathologie, un afflux de travail particulier. Oui, donc, cher maître, bonjour. Monsieur Goudot donc, est mon maître et mon professeur. Et c'était une main longue tendue à Marrakech depuis que je me suis installée en 2009. Il a accompagné mon équipe via donc, sa personne et son service, mais aussi la Société française de chirurgie maxillofaciale française, laquelle je rends énormément hommage et dont je suis membre honorifique. Et effectivement, donc au début, j'envoyais mes élèves régulièrement, mais là, c'est depuis 2 années, je crois, non, l'année dernière, j'ai pu quand même avoir une place en France. Et cette année aussi une place. Et sinon, mes élèves restent sur place. Mais je dis aussi qu'il y a la Turquie qui a ouvert ses portes et ils vont vers la Turquie pour ces dernières années, pour certains, bien sûr. Il y a d'autres qui partent en tant qu'observateurs. Et nous, nous essayons de faire ce qu'on peut. Nous essayons aussi d'inviter des gens vers nous. Et on fait ce qu'on peut. L'équipe, il faut dire aussi qu'elle s'est étoffée, qu'il a plus de moyens que le début. Donc, il y a une bonne partie de l'activité qui est assurée sans de nous au niveau formation. Et puis, eux, ils sont extraordinaires, nos médecins. Donc, ils ont toujours le moyen de partir pour faire un training d'1 mois, un training d'1 semaine. On essaye. Et puis aussi, via SOS FAS, l'association, on essaie de nous impliquer dans ce sens. Et donc, je réitère mes remerciements à tous les chefs de service hospitaliers et hospitalo-universitaires français qui m'ont toujours tendu la main, non seulement pour accueillir mes élèves, mais pour délocaliser des congrès à Marrakech et pour m'inviter régulièrement pour m'exprimer. Aussi, l'organe de la revue de stomatologie où on s'est toujours exprimé sous forme de publication. Alors, concernant la catastrophe, Dieu merci, là on revient à la formation. J'ai 33 internes et nous sommes 4 opérateurs. Nous avons reçu un flux de patients extraordinaire la nuit du samedi. Donc, à partir de 2 heures du matin, nous étions tous sur place et nous avons réparé les plaies. Donc, les fractures s'étaient reportées, mais toutes les plaies, pratiquement une centaine de plaies, a été réparées depuis 2 heures du matin jusqu'à peu près 2 heures de l'après-midi du dimanche. Puis après, le flux a diminué. Et justement, je réitère de dire que le résident doit être impliqué dans l'organisation des soins. Or, nous, nos résidents sont très vite mûrs parce qu'ils sont impliqués dans le processus de leur formation, mais aussi dans le processus de la gestion du service. Donc, dès que le tremblement a eu lieu, ils se sont appelés entre eux. L'hôpital a été mobilisé et le CHU Mohamed VI, je rends un grand salut. Donc, il compte 1000 médecins, 800 internes, 150 professeurs et des spécialistes praticiens hospitaliers. Donc, pas tout le monde qui était sur place, mais la majorité des médecins étaient sur place aux urgences. Nous avons mis en place des box provisoires donc, pour très vite trier, pour très vite réparer les plaies. Les services de radiologie se sont ouverts. Toutes les salles d'opération, qui comptent à peu près 40, ont été ouvertes. Et donc, le CHU a assuré, la maxillofaciale a grandement assuré. Et c'est un peu ma fierté. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et merci pour ce dernier témoignage. Encore tous nos encouragements et notre passion. Merci. Merci beaucoup. Et je réitère mes remerciements à l'Académie de chirurgie qui m'a convié à cette belle séance. Je vous en prie. On sera content de vous accueillir quand les circonstances y prêteront. Merci beaucoup, cher maître. De lever la séance.